Bonjour, merci de participer à ce webinaire organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes par moi-même et par Peggy Rigaud, toutes les deux référentes égalité-diversité sur le centre de Montpellier Occitanie. Nous aurons une introduction en vidéo de Sylvain Labbé, président du centre Occitanie Montpellier, Catherine Beaumont, déléguée à la parité et à la lutte contre les discriminations à INRAE, et Charlotte Francésia, chargée de recherche à l'Office français de la biodiversité et experte pour le ministère de l'Environnement et aussi membre de l'association Femmes et Sciences. Elle participe actuellement au programme World Monde qui vise à promouvoir la place des femmes dans le domaine scientifique et leur leadership dans l'orientation des politiques environnementales. Elle est ici pour nous parler de l'enjeu de l'égalité femmes-hommes en sciences. Je laisse donc la place à Sylvain Labbé. Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la Journée en faveur du droit des femmes. Cette journée a été créée par l'ONU en 1975 pour favoriser la place des femmes et leur participation à la vie politique et économique. 1975, cela fait presque 50 ans, et pourtant il reste encore du chemin à faire. À INRAE, nous nous sommes engagés depuis plusieurs décennies dans l'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, on a obtenu plusieurs labels à ce niveau. Par exemple, le label HRS 4R, qui est le label Human Resources Strategy for Researchers, qui traduit notre engagement dans l'égalité entre l'homme et les femmes. Mais également en 2020, le label national Alliance, qui traduit l'engagement de l'INRAE en faveur de la suppression des discriminations. Et à INRAE, nous nous sommes engagés principalement en faveur de l'élimination de 7 discriminations autour du handicap, de l'âge, de la situation familiale, de l'engagement syndical, de l'origine ou de la région et du genre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, entre hommes et femmes. Alors ça se traduit par différentes actions. Par exemple, la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais également beaucoup sur l'égalité professionnelle. Et sur l'égalité professionnelle, quelques chiffres. Sur le centre INRAE de Montpellier, si on considère que le personnel titulaire, nous sommes à peu près 800 personnes, 421 hommes et 396 femmes. Donc vous voyez qu'on est à peu près à l'égalité, 400-400. Et donc dans notre centre, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Si maintenant on regarde les responsabilités, si on prend les catégories A, là on trouve qu'il y a 147 hommes pour 111 femmes. Donc là il n'y a plus que 43% de femmes. Et puis si on regarde maintenant les directeurs de recherche de première classe ou exceptionnels, là on a 24 hommes et 13 femmes, donc on a quasiment plus qu'un tiers de femmes. Donc vous voyez que l'égalité, si on regarde la masse globale, nous l'avons, mais si on regarde vraiment l'égalité au niveau des postes des décideurs, des responsables, eh bien là, il y a encore du chemin à faire. Et c'est pour ça que des programmes comme le programme Homeward Bound, qui est une initiative internationale destinée aux femmes ayant une formation en sciences et pour leur faire acquérir des meilleures capacités en termes de leadership et pour résoudre donc cet écart entre hommes et femmes est particulièrement intéressant. Et nous sommes très heureux d'accueillir Madame Charlotte Francésias de l'Office français de la biodiversité qui a suivi ce programme et qui va nous en parler. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant écouter Catherine Beaumont, déléguée à la parité et la lutte contre les discriminations à INRAE. Bonjour à toutes et tous. En ce 8 mars 2023, Journée internationale pour les droits des femmes, je me réjouis que le Centre INRAE Occitanie-Montpellier organise ce webinaire sur les enjeux d'égalité femmes et hommes en sciences. C'est en effet un sujet passionnant et important dans un domaine sur lequel INRAE est engagé dans une politique volontariste. INRAE s'est en effet engagé pour l'égalité professionnelle et contre les discriminations, ce qui lui a valu d'être le premier EPST et à ce jour le seul à avoir obtenu le label AFNOR Égalité-Diversité pour cette double action. Au niveau global, l'Institut est à ce jour quasiment à parité. Nous comptons parmi les titulaires 51% de femmes et 49% d'hommes. Cette homogénéité globale ne doit néanmoins pas cacher le fait qu'il y ait certaines disparités dans certains corps et grades.
Par exemple, lorsque l'on considère les chercheurs et chercheuses, on ne compte plus que 45% de femmes pour 55% d'hommes. Les chiffres sont plus différents lorsque l'on considère, par exemple, le corps des directeurs et directrices de recherche. Parmi les directeurs et directrices d'unité, on compte environ un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Pour lutter contre ces inégalités, INRAE a mis en place un plan d'action en 4 parties. Le premier axe vise à évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération. Pour ce faire, INRAE a mis en place un bilan de situation comparé des femmes et hommes. Ce bilan est établi chaque année. Il permet d'établir nos priorités, de visualiser l'effet des actions. Parmi ces actions, il y a des sensibilisations du personnel, une vigilance très forte au moment des promotions et également une amélioration des procédures de façon à limiter les effets des biais inconscients. Le second axe, c'est garantir l'égal accès des femmes et des hommes à la fonction publique. Rendre les femmes plus visibles, assurer la mixité, travailler sur la représentation des femmes et hommes, et travailler aussi en réseau, à la fois pour avoir un effet plus important et pour permettre à d'autres de bénéficier de notre action, de notre expérience. Je salue aujourd'hui le fait que ce webinaire se fasse en réseau et je voulais aussi rappeler que INRAE est désormais un partenaire officiel de Femmes et Sciences, justement pour aller plus vite, plus loin dans l'égal accès des femmes et des hommes à la fonction publique. Notre troisième axe vise à favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. Il y a bien sûr le télétravail, mais il faut veiller à l'égalité dans ce domaine aussi entre femmes et hommes. Il y a d'autres actions de façon à permettre cet équilibre au mieux entre ces deux parties essentielles de notre vie. Enfin, le dernier axe, et non le moindre, est de prévenir et lutter contre les discriminations, les violences sexuelles et sexistes, les agissements sexistes. Et pour ce faire, INRAE a notamment mis en place une cellule d'écoute et de signalement. Cette cellule est ouverte à toutes et tous, contractuels ou titulaires, témoins ou victimes. Enfin, je tenais à souligner le fait que si nous avons des actions nationales à INRAE, nous avons aussi des actions au niveau de chaque centre, grâce à un réseau de référentes et référents égalité-diversité particulièrement dynamique. C'est le cas sur le centre INRAE Occitanie de Salwa-Boussina et Péguy-Rigaud, qui organisent entre autres ce séminaire, et je voulais les remercier très chaleureusement pour leur action. Je vous souhaite à tous une très belle journée des droits des femmes. Au revoir. Je laisse donc la place à Charlotte Francisias pour nous parler de l'enjeu de l'égalité femmes-hommes en sciences. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais. Super. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui et de pouvoir aborder ce sujet-là avec vous. Je vais vous partager mon écran, si ça fonctionne bien. Tac. J'en profite juste pour passer une petite information. Suite au séminaire de Charlotte, il y aura une discussion. Donc, vous pouvez faire part de vos commentaires ou de vos questions dans le chat et on récupérera les questions à faire passer à Charlotte. Merci à tous. Alors, c'est enlevé. Tac, tac. Voilà, est-ce que vous le voyez bien, l'écran? Oui, c'est bon. Je vais mieux le mettre en plein écran, ça devrait être plus sympa. Voilà, ça doit être bon. Merci. Super. Merci pour l'introduction tout à l'heure. Donc, j'aurais pas grand-chose à ajouter. En effet, je suis chargée de recherche à l'Office français de la biodiversité, qui est un établissement nouveau depuis 2020, et adhérente membre de Femmes et Sciences, une association qui vise à promouvoir l'égalité homme-femme et à encourager aussi les jeunes filles à considérer ces carrières-là. Et je voulais quand même dire que moi, mon travail de chargée de recherche, c'est pas sur le genre. Je travaille pas sur le genre. Je travaille sur l'impact des activités humaines sur les oiseaux migrateurs. Mais je me suis plongée dans ce sujet-là, notamment grâce à Homeward Bound, dont je vous reparlerai en fin de cette présentation. Sujet qui m'a passionnée et j'ai surtout compris qu'il y avait énormément
d'inconscient derrière tout ça, on va parler de ça, énormément de choses dont on n'est pas conscient qui font qu'il y a une difficulté pour atteindre cette égalité homme-femme et que elle tient pas seulement de la bonne volonté. La bonne volonté de vouloir arriver à cette égalité-là, c'est un premier pas. En fait, c'est un peu plus complexe que ça et c'est ça que j'aimerais essayer de vous transmettre aujourd'hui et donc voir comment on peut avancer vers cette égalité-là. Voilà, donc ça va être en deux parties. D'abord, on va parler un peu de l'égalité homme-femme en sciences, pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est important, et ensuite je vous présenterai Romain Bland et comment ça m'a aidé dans ce parcours-là. Je vais commencer par une petite énigme, si vous voulez bien. Il est possible que vous la connaissiez déjà, mais elle m'intéresse parce qu'elle permet d'aborder quelques notions. Donc, je vais vous la lire, je vous laisse un petit moment pour y réfléchir. Donc c'est un père et son fils qui ont un terrible accident de voiture qui tue le père. Le fils est emmené d'urgence à l'hôpital. Et au moment de l'opérer, le chirurgien s'exclame « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Comment est-ce possible? Bon, aujourd'hui, on est dans un webinaire sur l'égalité homme-femme. Peut-être que vous vous êtes dit assez rapidement que le chirurgien était finalement une femme et était finalement la mère du fils. Je vous encourage à faire cette énigme-là autour de vous. Moi, je la fais régulièrement, sans parler du sujet-là, j'amène cette énigme-là. Et en fait, c'est pas si facile de trouver la réponse. Alors, souvent, on dit, il y a deux papas, par exemple, pourquoi pas. Mais parfois, on va aller chercher des raisons super compliquées, comme quoi, il y a un des pères qui savait pas que c'était le père, parce que c'est un père biologique. Voilà. Donc, il y en a qui vont aller chercher des trucs très, très loin avant de penser au fait que, finalement, ça peut tout simplement être la maman qui est là. Pourquoi? D'une part, parce que le chirurgien a une représentation mentale d'un homme. Et enfin, parce qu'on utilise le chirurgien, justement, et ça montre que ce masculin qu'on dit souvent neutre dans la langue française n'est en fait pas neutre du tout. Pour nous, quand on dit le chirurgien, on imagine un homme derrière tout ça. Donc ça amène plusieurs notions que je trouve importantes, cette petite énigme. Un, ce côté inconscient, et le fait que normalement, même si vous avez trouvé assez rapidement la réponse, dans votre cerveau, il y a eu un petit bug à un moment donné. Comment est-ce possible? Même si c'était très rapide, il y a un moment, on se dit, oui, en fait, si, en fait, ça va, c'est la maman. Voilà, donc je vous encourage à le faire autour de vous. Vous verrez les réponses que vous avez. Moi, j'en ai eu vraiment des très originales. Donc voilà les deux points que j'aimerais vraiment aborder aujourd'hui. Pourquoi c'est si difficile d'atteindre l'égalité femmes-hommes et pourquoi est-ce que c'est si important de l'atteindre? Déjà pour une histoire d'égalité, d'équité, de respect entre les hommes et les femmes, mais pas que. Vous verrez que c'est beaucoup plus large que ça. Donc, on va avoir 4 parties pour ça. Premièrement, l'égalité femmes-hommes, est-ce que c'est toujours un problème d'actualité? Je pense qu'il faut vraiment se la poser la question et redonner quelques peut-être chiffres ou quelques faits pour répondre à cette question-là. Ensuite, on va parler des stéréotypes et du rôle de l'inconscient. Donc, la grosse part des stéréotypes dans la difficulté à atteindre l'égalité homme-femme. Les conséquences que ça a sur la science, et même un peu au-delà. Et l'importance de la visibilité des femmes scientifiques. Alors, le premier point, je sais pas vous, mais moi, on me dit encore souvent que finalement, l'égalité homme-femme, c'est atteint, qu'on en entend parler partout, qu'il y a des choses mises en place et que soit c'est bon, ce n'est plus un problème, soit maintenant, il faut laisser le temps faire et ça se fera tout seul, mais on a déjà fait ce qu'il fallait. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous ont lu ce rapport qui est paru en fin janvier 2023. C'est le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Les médias l'ont énormément repris, notamment parce qu'il y avait cette phrase « Le sexisme ne recule pas en France, au contraire, certaines de ces manifestations les plus violentes s'aggravent et les plus jeunes générations sont les plus touchées. » Ça fait peur quand on lit ça. J'ai lu ça un lundi, ça m'a un peu miné le moral. Donc je vais vous présenter certains chiffres qui montrent qu'il y a encore du travail. Par contre, je voudrais quand même prendre un peu le contre-pied de tout ce qui a été dit aussi dans les médias. Ces rapports-là et ces indices ne sont pas très vieux. Et je trouve que ça donne un peu le message que tout ce qui est fait, toutes les actions qui sont portées et les gens qui se mobilisent, ça sert à rien. Alors que c'est pas vrai, il y a quand même beaucoup d'efforts, il y a des choses mises en place et ça s'améliore quand même dans beaucoup de domaines. Il faut être un peu attentif à ça et surtout pas essayer de se dire que ça sert à rien, c'est pas vrai, il y a quand même aussi des efforts qui se font. Mais ça veut dire par contre qu'il faut pas relâcher le travail et les efforts faits. Donc, quelques chiffres qui m'ont choqué. Il y en a beaucoup dans le rapport. Vous pouvez le lire en entier ou je peux vous envoyer la référence. Alors, 23% des hommes de 25-34 ans affirment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter.
On dit aujourd'hui que peut-être que la jeune génération va apporter des changements, etc. Donc c'est vrai que ce chiffre encore très haut auprès de jeunes, moi, m'a particulièrement interpellée. Ensuite, un tiers des personnes interrogées, 27% des femmes et 40% des hommes, déclarent qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et enfin, 8% des femmes et 12% des hommes considèrent que les hommes sont plus performants que les femmes dans les carrières scientifiques. Attention ici, considèrent consciemment, c'est-à-dire elles pensent consciemment que les hommes sont meilleurs dans les carrières scientifiques. Voilà, donc ici, j'apporte aussi un point important, c'est qu'une part des femmes aussi pensent ça. Donc dans toute ma présentation, vous verrez que je m'adresse au fait, vraiment à tout le monde, à femmes et hommes, sur nos biais et notre rôle dans l'accès à l'égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore des représentations qui sont très genrées à destination des femmes ou des hommes, et en fait, elles sont fortement ancrées dans notre opinion. On verra par la suite pourquoi ça a de l'importance. Et ici, c'est des gens qui ont répondu à un sondage, donc c'est vraiment la part en plus consciente. On répond à ce que oui, non, qu'est-ce que vous pensez, la part consciente de ce qu'on pense. Ensuite, je me suis servi de ce rapport-là. C'est un rapport du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour avoir quelques chiffres un peu dans notre dans le métier de chercheur finalement. Donc vous avez à droite les pays en ligne, et puis ça indique la part du nombre de chercheuses en pourcentage. Donc vous voyez que la France, on a toute matière confondue, 28% de femmes dans le métier de chercheurs, chercheuses. On n'est pas très très bien placé, on a encore un gros déficit, hein, et on a exactement le même pourcentage qu'un autre pays très proche de nous, l'Allemagne, auquel on se compare souvent. Et d'un autre côté, dans d'autres pays, le Portugal, l'Afrique du Sud, la Roumanie, eh ben, ils sont à 44%, 45%, 46%. Il y a encore des grosses disparités. Et dans mon titre, j'avais ajouté la première diapo, j'ai oublié de dire, mais je parlerai aussi un petit peu de leadership. Et là, je trouve ça intéressant aussi de se rendre compte de nos universités françaises. En bleu, c'est la part des femmes qui sont présidentes d'université. En vert, c'est les hommes. Et vous voyez qu'il y a ici encore très très peu de femmes présidentes d'université. Et si on s'intéresse aux directeurs, directrices d'organismes de recherche, ici on arrive à peu près un tiers de femmes qui sont directrices d'organismes de recherche. Et on a donc 2 tiers d'hommes. Encore un peu loin de l'égalité. Ça, c'était pour faire un constat dans la science. Et si on prend des rapports encore plus globaux, on se rend compte qu'il y a aussi un problème démocratique de représentation finalement des femmes au-delà du monde scientifique, mais aussi dans le monde politique et de représentation démocratique, politique. Donc moins de 24% des sièges parlementaires dans le monde sont occupés par des femmes, 10 femmes chefs de gouvernement sur 193, les femmes qui sont globalement moins bien payées, moins susceptibles d'occuper des postes de direction. Et quand on regarde les 500 plus grandes entreprises mondiales, il y en a que 6% qui sont où il y a des PDG femmes. Voilà, c'est pour vous montrer que ça, c'est dans tous les domaines et à l'international. Donc j'espère ici vous avoir montré, et j'espère aussi que vous étiez déjà conscient et consciente que le problème existe toujours et qu'il est encore important, qu'il y a encore du chemin à faire. Donc partant de ce constat-là, on essaie de comprendre pourquoi c'est pas si facile, parce qu'il y a quand même pas mal aussi d'enquêtes ou même en discussion entre nous qui disent il y a beaucoup de gens maintenant qui sont pour finalement cette égalité. Si on enlève les personnes vraiment réfractaires, plus dur à faire bouger, mais qui sont, je pense, moins nombreuses finalement. En tout cas, en France, elles sont moins nombreuses, d'après les dernières données. Pourquoi on n'y arrive pas plus facilement? Pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi c'est difficile? Et ça, c'est principalement la faute des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est quoi? C'est des croyances, des clichés qu'on a toutes et tous sur un groupe de personnes qui partagent des caractéristiques. On va leur apposer un adjectif, des croyances sur ce groupe de personnes. Attention, les stéréotypes en soi, c'est normal qu'on en ait. C'est comme ça qu'on fonctionne. On fait des catégorisations rapides pour savoir s'il faut qu'on court ou qu'on court pas, quand on est face à quelque chose, par exemple. Donc, notre cerveau fonctionne comme ça dans un monde complexe. On a besoin de faire des catégories. C'est comme ça qu'on a aussi des stéréotypes. En plus, c'est fortement influencé par notre environnement social. Si on s'intéresse aux stéréotypes de genre, depuis l'enfance, on nous présente les garçons qui font de la moto, qui font des
métiers, on va dire, virils. En face, là, l'exemple de Chloé qui joue à faire le ménage, etc. Et si vous pensez que c'est plus d'actualité, je vous invite à aller faire un tour dans des magasins de jouets ou dans des magasins de divertissement pour enfants. C'est toujours extrêmement genré. Et la première question que va vous poser un vendeur ou une vendeuse, ça va être: est-ce que c'est pour un garçon ou pour une fille? Si vous ne croyez pas que c'est toujours le cas, vous pouvez suivre Pépite Sexiste, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, sur les réseaux sociaux, qui dénonce et met toujours un petit peu en avant ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc, par exemple, avoir des pyjamas pipelettes comme maman ou costaud comme papa, ou avoir une marque qui dit que si tu sais pas comment faire ta lessive, ben t'as qu'à appeler ta mère et puis elle te dira. Alors, ce genre de choses, ça crée forcément nos stéréotypes très fortement. Il n'y a pas qu'auprès des enfants et dans notre environnement social quand on a grandi. J'aime bien présenter cette affiche-là. Cette affiche-là, elle est pas si ancienne que ça. Elle date de 2014 et surtout, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui l'avait publiée pour essayer de recruter du monde donc en enseignants, enseignantes. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je l'écrive énormément. Je pense que même vous, ça va vous sauter aux yeux que quand même, ils ont utilisé plein de symboles pour pour que les stéréotypes soient très voyants. Ici, on a des couleurs bleues pour Julien, des couleurs pêche, rose, beige pour Laura. Et puis, un vocabulaire qui est employé pour Julien. Donc, Julien, il a un poste à la hauteur de ses ambitions. C'est un travailleur, il a des ambitions, Julien. Et Laura, elle a des rêves. Laura, elle est douce. Voilà. Donc, cette affiche-là, elle est presque caricaturale pour moi. Et pourtant, ça a été vraiment diffusé pour pouvoir recruter des enseignants, enseignantes. Et ils ont joué consciemment sur ces stéréotypes-là. Là, Julien, on l'imagine même avec les couleurs, travailler de nuit. Il a un ordinateur. De l'autre côté, Laura, elle a un livre. Elle a le genou remonté, elle tient sa jambe, elle est assise assez voilà, confort. Julien, il a les manches retroussées, muscles. Voilà. Donc ça, c'est toujours voilà, d'actualité. Malheureusement, 2014, ça commence à remonter. On va dire qu'ils font plus de choses comme ça, mais ça montre qu'on utilise aussi ces stéréotypes dans la communication. Le problème de ces stéréotypes, c'est que ça nous amène à avoir des préjugés sur les personnes. Donc on a des croyances, des clichés qui vont nous amener à avoir des ressentis et des jugements sur ces personnes-là, et donc à avoir des avis biaisés. Et ça, c'est souvent inconscient. On ne fait pas toujours le lien. Voilà, ça se fait tout seul dans le cerveau très rapidement. C'est aussi pour ça que c'est soit difficile de répondre à l'énigme, soit qu'on a un petit bug dans notre cerveau au moment où on nous pose cette question-là, cette énigme-là, pardon. Et c'est pour ça aussi que là, on voit beaucoup plus facilement Julien être enseignant de mathématiques ou informatique et Laura être enseignante de littérature, français, langue en général. Et le vrai problème de ces préjugés-là, c'est quand on passe du ressenti jugement, on va dire, qu'on a dans notre propre tête, à des conséquences, à un passage à l'action. Ça peut être quoi ces conséquences-là? Ça peut être, par exemple, quand on écrit une lettre de recommandation pour une personne, donc ça, j'ai oublié de mettre la référence, je pourrais vous l'envoyer. Il y a une étude qui s'est intéressée à étudier les lettres de recommandation qu'on faisait pour des étudiants et étudiantes dans le milieu de la recherche. Et donc pour les femmes, on va utiliser un vocabulaire qui est plus où on va reconnaître leur compassion, les efforts produits, donc pas la réalisation, mais bien les efforts qu'elle a produits pendant son travail, son doctorat ou post-doctorat par exemple, l'enseignement qu'elle a donné, et du vocabulaire très genré ensuite pour la décrire. C'est quelqu'un de gentil, serviable, sympathique, chaleureuse. Et pour les hommes, on va plus facilement parler des réalisations, ce qui a réellement été fait. Donc, les recherches ont été menées, les mettre en avant, les valoriser, et les capacités de ces candidats-là, et employer un vocabulaire qui est plus sur le thème dominant, confiant, intellectuel, à quelqu'un d'ambitieux. Faut savoir que du coup, quand on rédige une lettre de recommandation, surtout si on veut que son étudiant ou son étudiante soit sélectionné, on fait pas attention, on se dit pas avant, est-ce que c'est un homme ou une femme, quel vocabulaire je dois employer. Donc encore une fois ici, c'est vraiment un processus d'inconscient sur qu'est-ce qu'on va vendre, entre guillemets, pour mettre en avant cette personne. Et le problème, c'est que ces actions-là, ça peut amener aussi à de la discrimination. Vraiment, là, c'est un souci. C'est-à-dire qu'on parle d'un stéréotype, finalement, on n'est presque pas responsable de les avoir, ces stéréotypes-là.
Et on arrive à discriminer des personnes, parce que ça a un impact sur nos comportements envers ces personnes, sur nos choix de personnes, un recrutement par exemple, et donc un impact potentiel sur les carrières et la qualité de vie au travail. Je vais vous présenter cette petite étude-là, qui est parfois connue comme nommée comme l'étude de John et Jennifer. Alors, en fait, c'est une étude qui date maintenant il y a un peu plus de 10 ans, 2012, qui a été faite aux États-Unis, où il y avait 2 groupes, et ils demandaient à des chercheurs de noter des CV. Dans ces 2 groupes de CV, il y a un groupe qui avait un CV où l'étudiant s'appelait John, et le groupe où l'étudiante s'appelait Jennifer, mais ils avaient exactement le même CV. Je tiens à dire que les personnes qui notaient étaient des hommes et des femmes. Donc, ils ont noté tous les CV, et à la fin, les chercheurs ont regardé est-ce que finalement, ils mettaient les mêmes notes sur certaines compétences, sur certains critères évalués ou pas. Donc, ce qu'on voit là, c'est que donc il y a 3 choses qui ont été évaluées. Donc, les compétences, la volonté d'employer la personne et sa capacité de mentoring, donc de gérer des personnes, de faire du mentorat avec elles, donc de les inspirer aussi et de les amener à avoir une bonne carrière également. Et ben John, il a des meilleures notes à chaque fois. John, c'est les barres en gris foncé. Donc John, il est plus compétent que Jennifer, avec exactement le même CV. Il est jugé comme plus compétent. On va plus avoir envie de l'employer que Jennifer. Et aussi, on va trouver que c'est un meilleur leader quand même que Jennifer. Donc, je vous passe aussi, parce que nous, on a des grilles en France, mais le salaire qui était proposé à John en gris foncé qui dépasse 30 000 $ et le salaire qui était proposé à Jennifer qui dépasse un peu 26 500, on va dire, dollars. Donc, encore aussi une différence de salaire énorme. Ça montre 2 choses. Il y a bien de la discrimination dans le monde académique. Ça paraît bête de le rappeler, mais moi, on me l'a souvent dit aussi, de dire oui, mais chez nous, ça va, on connaît, on sait, on fait attention dans le monde académique. Non, la discrimination, elle existe réellement, même quand on donne des critères ici qu'on doit évaluer. Et deuxièmement, ils ont montré que les hommes et les femmes, ils sont tout autant discriminants envers les femmes. Donc, c'est pas une histoire d'hommes qui ont moins bien noté les hommes, moins bien noté les femmes et mieux noté les hommes. C'est aussi le cas des femmes. Les femmes notaient aussi moins bien Jennifer que John. Donc, ça amène la discrimination. Le deuxième point d'action que ça peut amener, c'est stéréotypes et préjugés. C'est une performance qui va affecter. Ça va affecter la performance de ces personnes-là, de cette catégorie-là. Là, c'est un autre danger. Impact sur les performances, si on est moins bon, ça a aussi un impact sur nos carrières et l'accès à des postes à responsabilité. Alors, on appelle ça la menace du stéréotype. J'aurai malheureusement pas le temps de le développer complètement. On peut en reparler après en deuxième partie si vous le souhaitez, ou je pourrais vous envoyer des références. Mais en gros, l'effet de menace du stéréotype, ça se traduit par la baisse de performance d'un individu par crainte de confirmer un stéréotype négatif, ciblant les compétences de son groupe d'appartenance dans un domaine donné. Alors, pour faire plus simple, c'est très souvent étudié, par exemple, sur les femmes ou les filles en mathématiques, leur performance en mathématiques. Donc, par exemple, si on dit à un groupe d'élèves, voilà, vous allez faire un exercice de mathématiques très difficile, et ben dans ces cas-là, en général, les femmes réussissent, les jeunes filles, ça a été fait aussi sur les filles, réussissent moins bien que les garçons. Par contre, si on leur dit, vous allez faire un exercice de dessin très difficile, dans ces cas-là, la menace du stéréotype n'est pas activée et les filles vont aussi bien réussir que les garçons l'exercice. Donc, vous voyez, en fait, c'est compliqué parce que les stéréotypes qu'on ne contrôle pas, qui sont inconscients, encore une fois, ils amènent à des actions, soit de discrimination, soit soit où on altère la performance de ces personnes-là. Et donc, ça a des vraies actions et des vraies conséquences, sur les carrières et le bien-être des femmes dans ce cas-là, mais ça peut être sur d'autres types de catégories de personnes. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour le savoir, on a dit tout ça, en plus c'est inconscient, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Alors tout d'abord, on peut se renseigner, être sensibilisé au sujet pour comprendre la difficulté, ça c'est coché parce que vous êtes là, donc ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, on peut prendre conscience de nos fameux biais, de nos stéréotypes. On en a toutes et tous, comme j'ai dit, et savoir qu'on en a, c'est important, parce que si on est conscient qu'on a ce biais-là, on va être plus attentif après à soit les corriger, soit faire essayer de ne pas renforcer ces stéréotypes-là. Pour ça, vous pouvez aller tester vos biais
sur un site pareil que je peux envoyer ensuite à Peggy pour vous l'envoyer à tout le monde, qui permet de savoir si vous êtes plutôt biaisé, par exemple, est-ce que vous associez plus hommes et sciences et femmes et littérature. Attention, si vous avez un mauvais score, entre guillemets, à ce biais-là, ça fait pas de vous quelqu'un de méchant, ou quelqu'un de pas bien, parce que, encore une fois, vous ne le contrôlez pas. Par contre, ça permet de vous dire, ah, il faut que je fasse attention, je suis très biaisée, donc lors de mes entretiens d'embauche, par exemple, il faut que je sois attentif à ça. Ensuite, un troisième point, qui serait reconnaître nos privilèges. Qu'est-ce que c'est un privilège? Un privilège, c'est pas quelque chose de grave. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, et ce sont pas des défauts. Mais c'est reconnaître que certaines catégories de personnes ont des privilèges, et ça veut dire que d'autres ne les ont pas, et qui peuvent faire face à des difficultés qu'on n'a pas forcément. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « les privilèges sont invisibles à ceux qui les portent ». Donc, par exemple, reconnaître qu'être un homme dans la société actuelle, c'est un privilège. Peut-être que on va pas comprendre certaines difficultés que vont rencontrer des femmes. Ça peut être reconnaître qu'être d'une certaine origine, d'être par exemple blanc, et ben parfois c'est un privilège aussi. Voilà. Ça, c'est aussi une étape importante, parce que ça permet de comprendre que peut-être on ne comprend pas les difficultés d'autres personnes. Et donc, on doit être à leur écoute. Ensuite, utiliser l'écriture inclusive, surtout lorsqu'il s'agit d'offres de poste. On l'a vu dans l'énigme au tout début, si je vous dis un chirurgien, la première image qui vous vient en tête, c'est un homme. Donc, si on recherche un directeur, eh ben, on a l'impression de rechercher un homme, un directeur. Si on recherche un directeur ou une directrice, il y a plus de chances pour qu'une femme s'identifie, se reconnaisse dans ce métier-là et donc postule, ouvre l'offre, en tout cas soit plus curieuse. En ayant accès à des formations et des outils, donc ça c'est maintenant beaucoup proposé et obligatoire même dans les institutions publiques, et en étant alerte. Donc soit en réagissant en direct, pas hésiter, alors soit à parler par exemple de ce webinaire-là à des pauses café, donc, pas dans un contexte de problème, mais juste discuter de ce que vous avez appris, ce qui vous a fait réagir aussi, etc. Ou dire non quand il y a une situation qui vous convient pas. En parler, soit avec la personne avec qui il y a un problème, parce qu'encore une fois, vous savez qu'il y a une partie soit inconsciente, soit pas volontaire, donc vous pouvez aussi essayer d'en parler, soit en parler à vos collègues, à vos référentes justement parité, et s'il y a besoin, alerter. Et je vais vous présenter aussi quelque chose qu'on a mis en place donc à l'OFB, donc mon établissement. Il y a bien sûr un plan égalité hommes-femmes qui est fait à l'échelle de l'OFB, c'est obligatoire. Mais l'OFB, c'est 3000 personnes. Et dans la direction recherche, on est à peu près 150. Et donc, on a cherché à créer un comité à notre échelle et pour nos métiers de scientifiques. Parce que l'OFB, il y a d'autres métiers, notamment la police de l'environnement, par exemple, qui vont rencontrer d'autres difficultés ou d'autres voilà, peut-être difficultés pas liées au métier de scientifique. Donc, on a créé un comité de diversité plus proche des agents et des contraintes qui sont liées à nos métiers. Ça fait 2 ans qu'on l'a créé, on est une douzaine et ça permet vraiment de créer une dynamique et aussi d'avoir des personnes. Nous, on a des appels quand il y a des problèmes, on a pu résoudre certains conflits et on propose des formations, on anime, on fait un petit séminaire à la fin du mois pour essayer un peu sur le côté ludique, qu'est-ce qu'ont apporté les femmes dans certains domaines de recherche, etc. Voilà, une animation locale qui permet aussi de dédramatiser le sujet, d'en parler et d'être présent et présente. Donc voilà pour le second point. Ensuite, on va se demander pourquoi finalement c'est important aussi pour la science. Parce que finalement, cette égalité-là, ça apporte pas des choses en science, donc dans nos métiers finalement. Donc la diversité, est-ce qu'elle a de l'importance sur la recherche elle-même? Si on est plus différent, est-ce qu'on va plus publier si on veut aller, en tout cas faire de la bonne recherche, plus que publier un bon nombre de papiers? L'hypothèse de base serait de se dire, une personne, elle aura une idée, une manière d'y répondre, elle va se poser une question, elle va trouver une manière d'y répondre et donc faire une étude. Mais si on est très différent, donc si c'est pas que des crayons gris, hein, sinon on limite le nombre d'idées, si on est tous très différents, donc là je parle d'égalité homme-femme, mais ça peut être beaucoup plus large que ça, les origines des personnes, les âges également, personnes plus jeunes, plus âgées, qui ont fait des cursus différents, dans des écoles différentes, il va y avoir plus d'idées, des idées en tout cas plus différentes. Donc on va se poser peut-être plus de questions même sur une seule idée, et toutes ces questions-là, on va trouver plein de manières d'y répondre, et donc on va peut-être du coup produire plus de connaissances, en tout cas de manière un peu plus originale. Et ça, il y a beaucoup de papiers et de littérature qui soutiennent cette idée. Je vais vous présenter une petite étude
dans un peu mon domaine, qui sont les oiseaux. Il y a beaucoup d'études qui sont menées sur les caractéristiques sexuelles secondaires des mâles. Donc des chants magnifiques, des ornements spectaculaires, voilà. Sauf qu'en fait, dans beaucoup de cas d'espèces d'oiseaux, donc les femelles chantent également. Mais c'est une recherche qui n'est pas développée. On ne se pose pas la question de pourquoi elles chantent, quel est le rôle du chant chez les femelles. Et du coup, c'est rigolo de se rendre compte que dans l'étude donc la barre à gauche, dans l'étude du chant des oiseaux, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes qui étudient le chant des oiseaux. 56% d'hommes, 44% de femmes, sachant qu'on a un peu moins nombreuses les femmes en recherche en écologie. Voilà, on va dire qu'il y a à peu près autant. Par contre, les nombres de femmes qui étudient le chant des femelles, là, il est plus important. Donc là, il y a plus des femmes qui vont se poser la question, et en fait, les femelles, elles chantent. Et à quoi ça sert qu'elles chantent? Donc, le genre, il peut influencer la recherche, les questions qui sont posées à la base. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire peut-être qu'on va pas on va pas faire attention aux mêmes choses. Et donc, on va pas se poser les mêmes questions, qui est la base de la recherche, les questions qu'on se pose avant de savoir comment y répondre, etc., et comment on les interprète. À quoi on s'intéresse et quelles questions on va se poser. Et ben déjà, le genre peut influencer ça. Ensuite, quelque chose peut-être de plus impactant, dans la recherche en médecine, le corps humain, par défaut, c'est un corps masculin. On va souvent négliger les spécificités du corps féminin. Et il y a même des études qui ont montré que même pour des maladies qui touchent les femmes principalement, les tests ils sont conduits sur des animaux mâles. Ça, c'est en train d'évoluer, mais ça a des conséquences énormes, non seulement sur la connaissance, certes, comme on l'a vu avant sur le chant des oiseaux, mais là, ça va plus loin, ça a des conséquences sur la santé des femmes, ça a des conséquences sur les doses qui vont être prescrites, sur les effets secondaires qui peuvent toucher les femmes et les hommes, c'est pas étudié de la même manière. Voilà, donc c'est pour vous montrer que cette égalité à la base, dans la recherche, dans la connaissance, elle est importante pour la connaissance, certes, mais même beaucoup plus loin, pour vraiment notre qualité de vie, notre santé, notre vie, voilà, plus globalement. Et je voulais vous parler de cette étude de Daniel Pauly. Peut-être que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille ce livre écrit par David Grémillier, qui retrace un petit peu sa vie et ses combats. Il a écrit cet article en 1989, et je vais vous lire certaines parties où déjà il mettait en avant le fait qu'il manquait de femmes en recherche et que c'était problématique. L'article s'appelle On the Sex of Fish and the Gender of Scientists. Et dedans, je trouvais ça rigolo déjà parce qu'il remet en cause certains vocabulaires utilisés. On parle d'animal kingdom, roi, king. Et il dit clairement qu'il y a trop peu de femmes dans le domaine de la biologie aquatique et dans la science en général. Et surtout, il dit que c'est un problème. Il dit que la science, elle a besoin de plus de femmes pour adresser des questions qu'en fait, les hommes ne se sont pas posés, et que la science elle a été dominée par des centaines d'années, dizaines et centaines d'années de domination masculine, et que ça a peut-être biaisé notre manière de voir les choses, d'interpréter les résultats, et donc d'apporter de la connaissance, et qu'il y a un fort besoin de cette diversité-là pour adresser les problèmes scientifiques. Encore une fois, il fait attention, il remet un petit point d'interrogation quand on parle de mankind. Et il dit qu'on ne peut pas se permettre de perdre la moitié de l'humanité. Les femmes, c'est 50% de la population de la planète. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre 50% de la population de la planète pour adresser des problèmes. Je voudrais souligner le fait qu'aujourd'hui, dans un cadre d'urgence et climatique et de perte de biodiversité, on ne peut pas se permettre d'enlever 50% des femmes. Les femmes sont extrêmement présentes pour la conservation de la biodiversité à travers le monde, sont très responsables notamment de tout ce qui est agriculture. Dans les pays en développement, c'est elles qui s'occupent beaucoup de l'agriculture, de la gestion de l'eau, etc. Donc, elles ont besoin d'avoir voix au chapitre, que ce soit en sciences, en leadership, à la table des décideurs aussi. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire ce livre, Femmes invisibles, qui explique un peu comment un monde qui est pensé par les hommes sera créé pour les hommes. Donc, c'est pas méchant. Encore une fois, on est dans la sphère de l'inconscient. Mais finalement, si c'est que des hommes qui réfléchissent aux problèmes de notre monde et à comment créer ce monde-là, ils peuvent pas penser pour les femmes. Et ça, c'est vrai, encore une fois, si on l'aggrandit à un type de diversité beaucoup plus large.
Il y a notamment une petite anecdote dedans où il parle par exemple d'une femme très haut placée dans la boîte Google aux États-Unis et qui s'est rendu compte un jour où elle a été enceinte, puis après elle a eu un bébé, que se garer à l'autre bout du parking, qui doit être grand, le parking de Google, quand on était enceinte au 3e trimestre, traverser tout le parking, du coup, arriver en retard parfois, que c'est fatigant. Ensuite, quand elle a dû allaiter, fallait qu'elle aille aux toilettes, se poser, elle perdait du temps, etc. Et en fait, elle a reconstruit un peu l'entreprise pour avoir des places pour ces femmes-là proches de l'entrée, une salle d'allaitement qui leur permette, si elles voulaient, de travailler en même temps, dans des bonnes conditions. Et en fait, un homme ne peut pas y penser, c'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il veut pas que les femmes travaillent dans l'entreprise. C'est juste que même une femme, sans y être elle-même confrontée, a pas vu ces problèmes-là et donc pouvait pas y répondre. Et ça améliore en effet le travail des femmes, leur qualité de vie au travail. Donc il y a plein d'exemples dans ce livre-là qui montrent tout ça, si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier point, l'importance de la visibilité des femmes scientifiques. Alors aujourd'hui, dans les médias, on entend encore principalement des hommes. C'est les hommes qui sont interviewés encore. Ça commence à changer. Et le problème, c'est que même quand on invite des femmes, elles parlent en général 2 fois moins que les hommes à la télé. Et c'est rigolo, en venant ce matin au travail, j'ai entendu à la radio que ça y est, on a quasiment l'égalité des femmes en représentation à la télé. Par contre, leur temps de parole reste exactement le même. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Finalement, on parle toujours moins, même si on est plus nombreuses à la télé. Et donc, c'est le cas donc, pour les scientifiques aussi. Les femmes scientifiques sont moins visibles. Il y a notamment des tests qui sont faits où on demande à des classes d'enfants, ados, draw a scientist, dessine un scientifique. Alors, je suis mis en anglais parce qu'il n'y a même pas le genre. Tu sais, les enfants, ils vont dessiner un garçon. Pourquoi c'est important la visibilité? Alors, je vais vous parler un petit peu d'un autre exemple. On a reçu la Coupe du Monde féminine en France en 2019, où en plus la France a très bien réussi. Donc, on a vu des femmes jouer au foot, à réussir, être acclamées. Et la conséquence, c'était quoi? C'était qu'à la rentrée en septembre, il y avait 15% de plus de licenciées féminines dans les clubs de foot. La visibilité, c'est important. Ça a un impact, la visibilité, réellement, sur la représentation qu'on se fait des métiers et sur le fait qu'on va vouloir s'investir, aller dans ces métiers-là. Donc, c'est le cas aussi en sciences. Si vous demandez à quelqu'un de nommer une scientifique femme de l'histoire, vous forcément, vous parlez de Marie Curie, toujours. C'est très bien. Il y en a plein d'autres. Si vous attendez un petit peu, on va peut-être vous noter aussi Rosalind Franklin et Marthe Gautier. Mais voilà, c'est encore difficile d'avoir vraiment un historique de femmes scientifiques. Ça, il faudrait que ce soit plus enseigné, plus montré. Et surtout, on a des femmes scientifiques aujourd'hui super aussi, qui font du bon travail et qui sont invisibilisées par les médias. Donc ici, je voulais parler d'une petite initiative que j'ai mise en place avec une amie, Laetitia Blanc, où en fait, on ne parle pas d'égalité homme-femme, mais on organise des visioconférences pour le grand public. On invite des femmes scientifiques à parler de leurs recherches, à parler au grand public de leurs recherches. Donc, on a eu par exemple Cécile Richard-Hansen de l'OFB qui nous a parlé des animaux ingénieurs en Guyane, comment ça se passait dans la forêt tropicale guyanaise. Pendant le Covid, on a eu Delphine Muriot qui est venue nous parler de ce que c'était qu'un virus et du Covid, du virus du coronavirus plus particulièrement. Et plus récemment, on a aussi fait des formats duo, un homme, une femme. Donc ici, on a Heidi Sevestre qui avait invité un doctorant, Léo Déco, à parler ensemble des glaciers et de leur avenir dans ce contexte de réchauffement climatique. Et on a aussi fait une interview. Donc ça, c'est parce qu'on a été lauréate d'un appel à projet Génération Climat. Et on a interviewé 3 chercheuses de Montpellier, dont 2 sont membres de Femmes et Sciences, Anne Charmentier et Sarah Cubains. Et on leur a posé des questions sur qu'est-ce que c'était qu'être une scientifique, les difficultés qu'elles avaient rencontrées, ce qu'elles aimaient bien, etc. Et cette vidéo, elle a été énormément diffusée dans les lycées pour montrer ce que c'était que le métier de scientifique. Et on espère que voilà, ça va inspirer des jeunes filles qui voient des modèles de femmes scientifiques heureuses dans leur métier et qui réussissent bien. Ça va inspirer du monde. J'en profite pour faire un petit appel. S'il y en a certaines d'entre vous qui veulent, seules ou en duo avec un homme, présenter vos travaux dans ce cadre-là, vous n'hésitez pas à me dire. Les vidéos sont... on fait ça à 20h, c'est sur Zoom, et après elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Ça, je ne vais pas le développer maintenant. C'était juste pour dire que rajouter des femmes en sciences, c'est un premier pas.
faut plus de femmes en sciences, il faut plus de jeunes filles qui vont choisir ces carrières-là. Mais il faut aussi réparer, ils appellent ça the leaky pipeline, toutes les fuites qu'il y a. Pourquoi on perd des femmes au fur et à mesure de l'avancement de carrière? Je vais pas le développer ici, mais ça me permettait de vous donner la référence si vous voulez lire cet article donc de Grogan en 2018 dans Nature, Ecology and Evolution, qui explique les failles et ce qu'il faudrait faire pour essayer même si on met plus de femmes à l'entrée, comment avoir aussi plus de femmes directrices de recherche ou directrices de laboratoire. Donc, la visibilité des femmes, on essaie de le faire avec les conférences Gaïa que je viens de vous présenter, avec l'association Femmes et Sciences, et je vais également vous parler du programme Homeward Bound. Donc, le programme Homeward Bound, c'est un programme international tout d'abord, qui vise à promouvoir les femmes qui sont engagées pour l'égalité homme-femme et aussi pour la défense de notre planète. Et qu'est-ce que c'est concrètement? C'est 12 mois de formation. C'est une formation en leadership, stratégie, visibilité, collaboration scientifique. Et comment ça se passe? On a des cours en visioconférence tous les mois, 1 à 2 cours par mois, organisés, en plus de ceux que nous, après la cohorte, on va faire entre nous. C'est environ 80 femmes scientifiques qui sont sélectionnées chaque année à travers la planète. Dans ma cohorte, donc moi j'ai été sélectionnée en 2020, il y a 25 pays de représentés. On avait ensuite des formations, ils nous ont formé des groupes de travail, donc on devait travailler sur des sujets. Ça peut être réfléchir à justement la visibilité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être visible sur certains sujets? Le but, c'est pas d'être visible, moi, en tant que Charlotte. Ça, c'est pas du tout intéressant, c'est pas important. Par contre, voilà, je veux défendre telle valeur, je veux mener tel projet. Comment je fais pour y arriver? Donc, une partie stratégie, une partie visibilité pour arriver, et de leadership pour arriver au bout du projet. On a un coaching personnel. En fait, on passe des tests un petit peu pour mieux nous comprendre nous-mêmes, comprendre aussi notre comportement vis-à-vis des autres, notre manière de faire du leadership. Et ensuite, on a quelqu'un pour nous accompagner pendant ce temps-là. Donc là, que pour nous, on a des visios qu'avec cette personne-là, qui va nous donner des clés, des exercices, voilà, et qui on va pouvoir vraiment travailler sur nous. Ensuite, ils vont nous donner des choses à lire, à visionner, des devoirs à faire, à rendre par écrit. Donc, l'écrit, c'est important. L'écrit, ça permet de pas seulement juste réfléchir, mais de mettre sur papier où on veut aller, quel impact on veut avoir dans le monde, quel impact on veut avoir sur l'égalité homme-femme, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire aussi. Et enfin, une rencontre des lauréates. Là, moi, je pars en Antarctique en novembre. Donc, les 80 scientifiques, on se retrouve pour une semaine de cours à Ushuaia et 3 semaines d'expédition en Antarctique pour essayer encore de retravailler tous ensemble, avoir un impact ensemble sur certains sujets. Voilà. Et ça, c'est pas la fin, hein. L'Antarctique, ce sera pour ensuite, justement, avoir encore plus d'impact après. Donc, c'est un projet international qui est unique pour promouvoir la place des femmes dans le domaine scientifique et leur leadership dans l'orientation des politiques environnementales. Donc, ça aide vraiment à faire des collaborations scientifiques, à développer notre style de leadership, un leadership décrit comme féminin. Pareil, on pourra en parler plus tard si vous le souhaitez. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité ensemble pour défendre certaines valeurs et de travailler ce qu'on appelle les capacités stratégiques, donc comment arriver à mener une action jusqu'au bout. Ça, je le mets très rapidement, mais en gros, pourquoi choisir des femmes? Je pense que vous l'avez bien compris aujourd'hui, on est largement surreprésentés dans les plus hautes fonctions académiques et politiques. Donc, Homeward Bound espère inverser cette tendance et créer un réseau de femmes leaders fort, structurant et qui, j'espère, pourra servir d'exemple à travers le monde. Et pour promouvoir une autre image des femmes scientifiques dans les médias. Donc, être plus présente et montrer ce que c'est aussi qu'une femme scientifique. Et pourquoi des scientifiques? L'autre but de Homeward Bound, c'est d'essayer de remettre la science au cœur des débats politiques et décisionnaires, surtout dans ce contexte d'urgence d'action. Voilà, donc servir de ce réseau-là pour avoir un réel impact. Quelques petites choses que fait Homeward Bound, si vous voulez, ils ont fait un document qui s'appelle 28 Cold Hard Facts, 28 Facts, qui donne 28 faits sur l'inégalité homme-femme en sciences. Donc, soit il y a des petites choses comme ça, très courtes, avec un message en gras et un mini-paragraphe, mais il y a aussi un rapport complet qui donne toutes les références et qui explique un petit peu plus loin que ce que je peux vous présenter aujourd'hui, les inégalités homme-femme en sciences.
Voilà, et peut-être vous parler aussi du papier qui a été fait en exemple d'impact. Donc en bas à gauche, je vous ai mis un commentaire qu'on a publié dans Nature, Protect the Antarctic Peninsula before it's too late. Où finalement, avec les compétences de beaucoup de femmes, parce que moi je suis dans une cohorte de 80 femmes, mais il y en a eu 4 autres avant moi de cohorte, et il y en a 3 autres après moi pour l'instant. Et donc ça fait des centaines de femmes. Et là, pour cet article-là, on est à peu près 300 à avoir co-signé pour montrer un impact. Il y a 300 femmes qui demandent la création d'une aire protégée en Antarctique. Et bien sûr, article argumenté pour essayer de comprendre pourquoi c'est important et urgent de le faire. Rapidement, qu'est-ce que moi, Homeward Bound, ça m'a apporté aussi? Déjà, un réseau incroyable et soudé de femmes scientifiques et leaders à l'international, que je peux faire réagir très rapidement si je veux avoir une action rapide ou si je veux faire quelque chose d'ampleur. Ça m'a apporté une formation, une confiance pour agir à mon tour sur ces questions. Avant Homeward Bound, je voyais qu'il y avait de l'inégalité, je voyais que j'avais envie de faire des choses, mais que j'arrivais pas à concrètement les faire, je me sentais pas légitime, etc. Donc ça m'a apporté énormément. Ça me permet, par exemple, d'être là aujourd'hui. J'aurais jamais fait ce type de choses avant. Et ça donne l'énergie pour oser. Alors, en français, prendre la place, peut-être que c'est un peu péjoratif, mais en fait, faut le voir du côté positif. Take your place, en anglais, ils disent, et pour moi, ça a été très bénéfique à mon établissement. Je suis arrivée en poste, j'ai eu un poste très tôt, à 26 ans, et à 27 ans, j'étais chef d'équipe. Sauf que moi, j'ai eu un parcours licence, master, doctorat très classique. On m'a pas appris à faire du leadership. Et ça m'a servi à voilà, mieux gérer mon équipe, mieux aussi prendre certaines responsabilités, y aller, me dire allez, j'y vais, tant pis, on verra, à demander de l'aide aussi si j'arrivais pas. Et donc moi j'ai eu un grand soutien moral et financier de mon employeur pour cette formation-là, et ça m'a énormément apporté à moi et finalement dans mon travail de tous les jours. En autre projet concret, je vais pas tous les lister, mais finalement, depuis 3 ans, 2 ans et demi, j'ai fait beaucoup de choses grâce à Homeward Bound, donc les conférences Gaïa dont je vous ai déjà parlé. Mais aussi, j'ai été invitée à des podcasts. J'ai fait énormément de conférences pour des scolaires, collégiens, lycées, pour des étudiants. J'en ai 3 autres prévues cette année-là. J'ai aussi été invitée avec d'autres scientifiques à aller à Paris en juin dernier pour former nos nouveaux députés aux enjeux de perte de biodiversité. Et ça, je pense que j'aurais dit non. Il y a 3 ans, j'aurais dit ah, non, 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 mais je peux pas. Là, Homeward Bound, ça nous aide à nous dire, bah si, en fait, je suis scientifique là-dedans, j'y vais. Allez hop, je prends mon billet de train, je monte, et c'était une super expérience. Et enfin, la création et l'animation d'un comité de diversité dans mon institution, donc ça qui a apporté directement, ça n'existait pas avant, et on est 12 actifs à le faire vivre et ça fonctionne bien. Donc maintenant, je voulais aussi vous passer le message que vous pouvez candidater à la prochaine cohorte, que s'il y a besoin, il y a mon mail quelque part où vous le demandez à Peggy. Je serais ravie de vous aider à monter votre dossier aussi. On a besoin d'un réseau aussi fort en France. Donc, on est plusieurs en France dans différentes cohortes. Et plus on sera nombreuses, mieux ce sera et mieux on pourra avoir d'impact aussi localement. Donc n'hésitez pas à candidater et maintenant je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour l'écoute. Ok, merci Charlotte pour cette présentation qui est très précisée et très complète. Où j'ai déjà, avant de passer le test, pris conscience de quelques biais cognitifs que je peux avoir moi-même, notamment dans les lettres de recommandation. J'ai trouvé ça, voilà, je m'étais jamais penchée sur la question. Alors pour l'instant, j'ai pas de questions. Alors il y a quelques questions dans la discussion que j'ai notées. Il y a une personne qui demande justement le nom du test pour tester ses biais cognitifs. Oui, alors est-ce que tu peux le mettre dans le... Ouais, alors peut-être que c'est test, je l'écris, hein, d'association implicite. Et ah zut, je crois que j'ai écrit à toi, Peggy. Donc ça s'appelle test d'association implicite et c'est l'université d'Harvard qui met ça en place. Je pense que il y a certaines références, Peggy, je pourrais peut-être t'envoyer les références par mail si tu veux et dont ce lien-là. D'accord, on le mettra
Ok. Ah, mais j'écris à des personnes en particulier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je refais, je vais y arriver. Ensuite, d'autres commentaires. Bon, il y a des personnes qui ont réagi, notamment par rapport aux stéréotypes sur les jouets. Donc, une personne qui disait qu'en fait, les jouets étaient encore plus genrés qu'il y a 40 ans. Ah, Voilà, un lien qui a été envoyé sur justement les stéréotypes pour l'accès aux métiers dans l'agriculture. Des réactions par rapport à la fiche publicitaire pour le recrutement dans ah oui. l'enseignement national. D'ailleurs, notre président de centre nous a fait passer des affiches justement qui reprennent des affiches publicitaires qui reprennent tous ces stéréotypes. D'accord. Voilà. Moi, je crois pas avoir de questions spécifiques. Il y a une question en fait sur le programme Word en fait Bond, une question sur le processus de sélection et tarifs. Ok, oui. Alors, je vous encourage à aller sur le site de Homeward Band pour soit vous abonner à la newsletter, soit savoir un petit peu quand les prochaines candidatures vont ouvrir. Pour le processus de sélection, en fait, il y a un dossier à monter. Le dossier, moi, je l'ai trouvé super intéressant à faire. En fait, j'ai candidaté sans le dire un peu à personne de mon côté parce que je m'étais dit, de toute façon, je vais jamais être prise, mais je veux absolument candidater. Et au final, vous voyez, j'ai été prise. Donc, même si vous ne pensez pas, faites-le. Et le dossier de candidature est hyper important dans le sens où ça vous amène à vous questionner déjà sur vous. Les questions sont très intéressantes. Ils vont vous poser donc des questions sur le leadership que vous avez déjà eu en définissant un petit peu. Leadership, c'est pas forcément être chef d'équipe, hein. Pas forcément être chef de quelque chose. C'est qu'est-ce que vous apportez aussi à un groupe, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, comment vous partagez votre enthousiasme ou vos valeurs avec d'autres et comment vous les amenez au bout. Ils vont vous demander bien sûr vos motivations, pourquoi vous voulez faire Homeward Bound. Donc c'est en ça que s'il y en a qui veulent candidater, je peux les aider en essayant de mieux comprendre exactement ce que c'est Homeward Bound et ce que ça peut leur apporter. Et enfin, il y a une vidéo à faire. Ça, c'est un exercice pas forcément facile, mais qui est aussi très intéressant, où en 2 ou 3 minutes, je sais plus, on doit donc expliquer pourquoi que ce soit vous qui soyez sélectionné pour rejoindre ce réseau de femmes scientifiques à l'international. Donc ça, c'est la manière dont c'est sélectionné. Ensuite, la sélection est faite par d'anciennes personnes de Homeward Bound. Donc maintenant, on commence à être quelques centaines, mais en fait, c'est pioché dedans et c'est d'anciennes participantes qui font la sélection. Et sur le prix, alors en effet, ça c'est une grosse partie, une partie très importante. C'est environ 7 000 € la formation elle-même. Et après, s'il y a le voyage en Antarctique, moi dans mon cas, je devais trouver un peu plus de 20 000 €. Voilà. Mais en fait, cette partie-là, alors qui fait très peur à la base, mais au final est très intéressante aussi parce qu'elle nous mobilise pour aller chercher des fonds. Et du coup, elle nous oblige à faire des choses. Et c'est bien. C'est comme ça, on va parler de ce programme-là, on va parler de pourquoi on veut le faire, on va faire des actions. Et donc, finalement, bah, ça fonctionne. On arrive à récupérer l'argent. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Mais voilà, c'est faisable. En tout cas, la formation elle-même, elle coûte 7 000 €. Ok. Il y a une question sur comment expliquer aux personnes le besoin de représentation et surtout les gens qui répondent oui, mais il y a plus d'hommes qui travaillent dans cette branche, donc on va prendre une femme, c'est elle a moins de compétences. Je sais pas si c'est une. Ah, alors j'imagine que ça amène la question de voilà, sélectionner une femme pour une femme. C'est un grand sujet. Il y a une première partie où il faut faire attention du coup à la parité. Et donc c'est vrai que quand il y a beaucoup d'hommes, on va essayer de recruter une femme. Après, attention, nous en fait dans ce qu'on essaie de faire, on travaille beaucoup en ce moment avec le comité justement sur comment faire en recrutement pour bien recruter. Bah, c'est préparer au mieux l'entretien et ensuite pouvoir justifier de la sélection. Si finalement il y a un homme excellent qu'à côté il y a une femme qui n'a pas les compétences, faut pas prendre une femme. Enfin, de toute façon, moi j'ai déjà été invitée à une conférence où on m'a dit est-ce que vous pouvez venir parler parce qu'on a besoin de femmes. On le prend pas hyper bien parce que j'espère avoir d'autres compétences que le fait d'être une femme. Je sais
j'espère qu'on peut m'inviter pour parler de ma recherche aussi. Euh, je suis pas sûre d'avoir très bien compris la question, donc non, en général, c'est plutôt de se dire à compétence égale, faire attention. Et dans ce cas, à compétence égale, peut-être qu'on peut, pour l'instant, on est dans cette dynamique, peut-être favoriser les femmes dans le sens où bah, elles sont moins nombreuses. Par contre, voilà, attention, on n'est pas là pour choisir des femmes pour des femmes. C'est pas le but. Si j'ai mal posé la question, n'hésitez pas à me dire. Alors, moi, j'ai une question de Julie Subervi qui voudrait savoir si tu penses qu'il existe un leadership spécifiquement féminin et si ça existe, est-ce que ce serait utile de le faire valoir? Oui, alors c'est une grande question, une question complexe, donc je vais répondre rapidement. Pour moi, ça existe dans le sens où je défends pas l'idée alors je défends l'idée qu'il faut bien sûr qu'il y ait le même accès pour les hommes, pour les femmes à tout. Par contre, on est un peu différent et pour moi, c'est ça la force. C'est ça, les raisons de plus pour qu'on soit présente aux tables décisionnaires. Et donc, oui, il y a une sorte de leadership féminin. Ça ne veut pas dire que les hommes font du leadership d'une manière, les femmes font du leadership d'une autre manière. Ça veut juste dire qu'on a qu'il faut pas nous, qu'on essaie de faire comme font les leaders masculins actuels. Et ça, c'est un gros exercice, un gros pas à faire. Et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans Homeward Bound. C'est d'essayer de trouver notre propre leadership, qui est peut-être féminin, mais qui est aussi, par exemple, bah, moi, ma manière d'être. En fait, je vais pas, moi, par exemple, crier sur quelqu'un, montrer de l'autorité, les trucs, c'est pas du tout ma manière de faire. Je sais pas faire, j'aime pas le conflit. Donc, c'est trouver comment moi, je vais pouvoir quand même faire du leadership. Et ça, le leadership féminin, moi, je pense qu'il existe. Je pense qu'il est un peu différent, et c'est pour ça qu'il devrait être encore plus valorisé. Aussi dans le sens où nous, faut pas qu'on se force à faire des choses masculines. Alors, j'essaie de faire attention parce que j'essaie d'être rapide et donc je fais quelques raccourcis. C'est pas que je vexe pas des personnes en disant ça, mais on a des qualités féminines que les hommes peuvent avoir aussi. Hein. Il y a des qualités féminines qu'il faut reconnaître comme bénéfiques au leadership. Même tout ce qui est peut-être écoute, empathie, etc. En fait, c'est bénéfique et c'est quelque chose qu'on doit plus mettre en avant dans le leadership. Le leadership, c'est pas pour moi être chef de quelqu'un, ou alors pas dans le sens. Pour moi, c'est très différent du management de quelqu'un, de donner des ordres à quelqu'un. Le leadership, ça va être se servir des qualités de cette personne-là, donc bien la connaître. La première étape, et ça, le leadership féminin, il fait ce côté-là un peu de. D'abord, je commence à essayer de connaître la personne avec qui je veux travailler, et ensuite, quand je l'ai bien connue, quand j'ai compris un peu comment elle fonctionnait, et ben là, je vais pouvoir utiliser et ma manière d'être et sa manière d'être pour aller plus loin, bien travailler, arriver au résultat qu'on veut, etc. Donc, pour moi, le leadership féminin, il existe et on devrait le valoriser. Et ça n'empêche pas que des hommes aient du leadership qu'on appelle féminin et que des femmes voilà, défendent ce leadership-là. Donc, il y a une question de Mireille Barbast qui dit: qu'est-ce qui fait penser que la femme a moins de compétences? Beaucoup de choses. Alors, dans quoi? En sciences? En sciences, c'est malheureusement des stéréotypes qui sont construits depuis longtemps, qu'on entend depuis l'enfance, qu'on essaie de déconstruire, mais qui sont encore présents. À partir du moment où on continue à offrir des jeux de construction à un garçon et à pas les offrir à des femmes, forcément plus tard on va se dire que bah, les ingénieurs qui construisent des choses, ce sont des garçons qui sont présentés à ça depuis toujours et parce qu'on a toujours vu ça et parce que voilà, c'est encore une histoire et de visibilité et de représentation stéréotype qu'on se fait. Après, j'espère que ça va changer. Si c'est plus mis aussi dans les programmes scolaires, ça va aider à accepter ça différemment également. Alors, il y a une remarque, donc quelqu'un qui te remercie pour ta présentation, mais qui a trouvé que c'était très centré sur l'individu, le changement personnel pour modifier les stéréotypes, les préjugés. Mais elle pose la question des structures, du côté structurel de l'inégalité de genre, politique, économique et sociale. Oui. Alors, ça voudrait dire la question qu'est-ce qu'il faudrait
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui devrait être fait plus haut par nos institutions, par exemple? De manière collective, en fait. Toi, Ouais. Enfin, bon, j'ai trouvé qu'il y avait aussi ce côté collectif, puisque finalement, les programmes dans lesquels tu es, ça regroupe des centaines de femmes, donc on voit quand même que là, il y a un côté collectif. Mais Ouais, il y a une première chose, en fait, il y a beaucoup de choses au niveau des structures. Oui, alors il y a une première chose, oui, je suis d'accord, peut-être c'était un peu centré individu. Par contre, en fait, ça marchera que s'il y a plein d'individus qui le font. Donc, il y a ce côté-là de première part. Et de notre part, nos institutions, elles ont des obligations maintenant. Le problème, c'est que des obligations, faire un plan d'égalité homme-femme, mettre des quotas peut-être, etc. C'est une première part, mais si en fait il n'y a pas les individus, mais en fait nombreux, hein, qui font, on a des comportements au quotidien et des manières de faire. Je veux dire, c'est des individus hein, qui recrutent le jour J. C'est des individus qui se retrouvent autour d'un café. Donc en fait, c'est quand même nos actions aussi collectives qui vont faire vivre et qui vont faire que ça va être réel notre équilibre. Après, bien sûr, il faut faciliter ça. Il faut accueillir et soutenir vos référents parité, par exemple, la direction, faire en sorte qu'elle puisse organiser ce type de rencontres. Voilà, donc que quand il y a des propositions, eh ben, elles soient là pour aider, proposer des formations, soutenir aux formations, et donc de nous donner aussi les outils qu'il faut à l'individu. Et bien sûr que sans soutien plus haut, même moi, sans soutien et de Homeward Bound et de Femmes et Sciences, et je n'oserais même pas faire quoi que ce soit, en fait. C'est ce soutien-là qui est très important. Soutien des hommes et des femmes. On n'est pas... Voilà. Donc, je suis d'accord et j'entends la remarque et je ferai plus attention à ça. Je pense que c'est important. Mais en fait, notre comportement, voilà, en fait, il doit être individuel à beaucoup. Et avec, en gros, une institution. Mais d'après les introductions que j'ai vues plus haut, déjà, au moins, vous avez l'air d'avoir une institution qui soutient bien, qui défend ces valeurs-là. Donc ça, c'est déjà une chance. Et du coup, pas hésiter à faire appel à eux, à leur rappeler leurs devoirs et pourquoi vous avez besoin d'eux. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à faire remonter les problèmes et espérer qu'au-dessus, eh ben, ils aient aussi la poigne pour prendre en main les choses. Et oui, il y a parfois besoin de taper du poing sur la table ou en tout cas de gérer les choses plus haut que nous. Mais dans ces cas, c'est quand même encore une fois des individus qui font remonter les problèmes. J'ai une autre question. Du coup, c'est moi qui pose la question. Penses-tu que les jeunes scientifiques qui commencent leur carrière sont plus sensibilisés et armés pour promouvoir l'égalité homme-femme dans les sciences? Là, je parle d'hommes et de femmes. Je parle des scientifiques en général, des jeunes qui commencent leur carrière maintenant. Alors, il y a deux choses. À l'école, je me considère en jeune scientifique. Moi, j'ai rien eu à l'école dans ma formation sur ça, alors qu'aujourd'hui, ça arrive dans les écoles. Notamment, moi, j'interviens beaucoup. Ça fait 4 ans que j'interviens dans une école d'ingénieurs à La Roche-sur-Yon, où en général, mon public, c'est 60 étudiants hommes et entre 2 et 4 femmes. Et eux, maintenant, depuis cette année, ils ont dans leur cursus tous les ans. Avant, depuis 4 ans, ils avaient une conférence par an, ce qui était déjà bien, ils avaient quelque chose. Maintenant, c'est vraiment inscrit dans leur programme. Donc, je pense que ça va changer. Je ne sais pas, par contre, si ceux d'aujourd'hui ont déjà eu des choses. Je pense qu'on a évolué peut-être dans notre année de la vingtaine avec ça en tête. Après, je ne peux pas non plus comparer avec ce qui a été fait avant, mais j'ose espérer que maintenant, ça fera partie du programme de formation et qu'on sera plus sensible à ça. Et ça, je suis persuadée qu'à partir du moment où on est sensibilisé à ça, on a une autre approche. D'ailleurs, il y a une étude, si ça vous intéresse, qui avait montré ça. Donc, il y avait 2 groupes d'étudiants, ils devaient travailler sur un sujet. Et il y a un groupe à qui on avait montré une petite vidéo de 10 minutes où, avec les rôles très cadrés, avec les garçons qui présentaient la partie technique, les filles qui faisaient plutôt intro, conclusion, etc. Et un autre groupe avec qui on avait échangé les rôles, donc les filles qui présentaient les groupes techniques, etc., et les garçons qui faisaient l'intro, discussion. Et après, ils ont regardé la manière dont ils ont travaillé. Et en fait, ceux qui ont été sensibilisés, où les rôles ont été inversés, eh ben, les femmes ont plus souvent présenté la partie technique, ont plus souvent ont eu des temps de parole beaucoup plus longs, etc. Donc, sensibiliser, montrer en fait qu'il y a ce problème-là, ça permet de un peu, on va dire, couper l'herbe sous le pied un peu des stéréotypes, en prendre juste conscience. En fait, c'est ça, le truc, c'est vraiment il y a une telle partie d'inconscient qu'on ne maîtrise pas. Quand on fait la rotation sur ah, ok, ça existe, et ben déjà, on peut être attentif et corriger des choses. Okay.
Alors là, on a des commentaires. On rentre là. Je rejoins la dernière remarque que je viens de lire. Oui, c'est souvent comme ça quand il y a un webinaire sur ce sujet-là, on a majoritairement des femmes. Donc merci aux hommes présents Oui, aujourd'hui aussi d'être venus. Et c'est aussi bah, pour ça. Alors, d'ailleurs, pardon. ouais, Oui, je tiens à souligner notamment que dans le réseau de référents égalité-diversité à l'INRAE, il y a 2 hommes qui s'impliquent de manière, enfin, qui s'impliquent très fortement. Donc on n'est pas que des femmes. Et de par leur implication, on a pris conscience de l'importance justement d'avoir cette mixité pour aborder ces questions-là. Et c'est un peu ce que tu reflètes dans ta présentation. C'est que c'est pas arriver à quelque chose où il y a que des femmes majoritairement, c'est arriver à un équilibre justement pour avoir la vision des hommes et la vision des femmes pour pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Mm. Oui, oui, complètement. Et nous, c'est pour ça aussi que là, pour le séminaire de notre direction à la fin du mois, on a demandé à avoir une demi-heure là-dessus, parce que là, il n'y a pas d'invitation. Enfin, tout le monde sera là, c'est obligatoire, ils seront tous dans la salle. Donc avoir des moments aussi, c'est pas sur volonté de venir, c'est très important. Il y a une autre remarque, c'est on doit attendre les mêmes qualités de leadership pour un homme que pour une femme. Alors je sais pas si c'est une question ou une remarque. Je pense qu'il y a eu un peu de discussion autour de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas facile l'histoire du leadership féminin. En fait, ça me prendrait vraiment presque une autre conférence d'expliquer. Je suis pas tout. Pour moi, faut pas en effet qu'on demande à une femme d'être douce et à un homme d'être sérieux, on peut dire, parce que c'est comme ça comment on l'a dit une fois. En tout cas, d'être sinon vindicatif. C'est pas ça que je dis. Par contre, faut pas s'empêcher ou en tant que femme se dire ah ouais voilà en fait pour être un homme faut parler fort pour être un homme voilà super lapsus pour être un chef faut parler fort faut euh, imposer ces choses etc. Ce que je dis c'est juste pour re-questionner et donc apporter certaines qualités qu'on dit féminine, qu'on met au côté féminin, mais c'est pour ça que je dis aussi les hommes, faut vous en emparer aussi et se dire attendez, en fait, je re-questionne le leadership qui a été monté. Enfin, maintenant, pourquoi on dit leadership féminin? Parce qu'il y a encore 20-30 ans, leadership, c'était presque un pléonasme de dire leadership masculin, en fait. C'est ça qu'on parle maintenant de leadership féminin, mais ce leadership qu'on définit comme féminin, il n'est pas fait pour les femmes. Il est fait en se disant, re-questionnons un leadership qui a été créé, encore une fois, hein, ça revient, qui a été pensé et créé par des hommes, avec des qualités qui étaient, pareil, encore associées aux hommes, virils, voilà, d'imposer, etc. Ça, il faut qu'on le re-questionne pour apporter un autre type de leadership dont les hommes et les femmes peuvent s'emparer ensuite. J'espère que c'est un peu plus clair. Finalement, le leadership que chacun peut avoir, il est fonction de sa personne ou il est fonction de ce qu'on attend d'elle. Et le leadership qu'on souhaite avoir, il est fonction de plusieurs choses. De ce qu'on fait en leadership. Est-ce qu'on est dans un leadership d'un petit groupe de 5 personnes? Est-ce qu'on est en leadership d'une grosse boîte? Bien sûr qu'on va pas avoir utilisé les mêmes outils. Et surtout, il doit pas être si différent de nous. En fait, on a très souvent tendance à opposer vie perso, vie professionnelle, qui on est dans le travail, et peut-être qu'il faut qu'on embrasse qui on est vraiment et qu'on se serve de qui on est et pas qu'on essaie de recopier des modèles pour être qui on veut et la manière dont on veut gérer une équipe, un travail, etc. Et cette dissonance cognitive, hein, moi je l'avais au début, hein, ou même je disais oh là là dans mes cours, moi c'est l'horreur, je suis jamais prise au sérieux, je pense, parce que moi j'arrive et puis j'arrive pas à faire la prof, j'arrive pas à faire ça. Et en fait à partir du moment où je me suis dit mais en fait je m'en fous, je vais faire Charlotte et puis on verra bien. Finalement j'étais à l'aise, j'avais pas à jouer un rôle et c'était beaucoup plus facile pour moi et je pense plus agréable pour les élèves en face. Donc voilà, c'est se retrouver soi-même, mais du coup, ne pas copier un modèle. Et c'est pour ça que je dis que ce modèle, il est masculin. Il a été construit, le modèle, si on parle de politique, les codes pour faire de la politique, ils sont masculins. Aujourd'hui, nos femmes politiques, il y en a certaines qui prennent des cours pour apprendre à parler comme un homme. Baisser, être moins aigu en grave, c'est des cours qui sont pris, payés pour être un homme, en fait. Et ça me dérange. C'est copier ce leadership-là qui dit, ça, c'est dérangeant. Voilà.
Alors, on va peut-être prendre les derniers commentaires. Donc, une personne qui travaille sur la question du genre dans le monde agricole et elle confirme que les hommes sont minoritaires dans ce type de recherche. Oui. Et encore sur le leadership féminin qui questionne, qui devrait être davantage logiquement orienté empathie, qui serait naturel. Je suis pas sûre d'avoir tout à fait compris. Je suis désolée. Mais je pense que c'est en lien avec tout ce que tu... Ouais, mais oui, l'empathie devrait, si c'est ça, en tout cas, devrait faire à partie des qualités d'un leader. Ça, en tout cas, je suis complètement d'accord. Homme-femme. Et oui, remercie aux hommes qui sont venus à la conférence. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, moi j'ai fait le tour, je crois avoir fait le tour de tout ce qui a été dit au cours de ta présentation. Encore merci en tout cas à toutes les deux pour l'invitation, hein, et merci à toutes celles et ceux qui ont participé aujourd'hui. Ok, merci à tous. Merci. D'avoir été là, nombreux à assister à ce webinaire. Et merci à toi, Charlotte, pour ton intervention. Et merci à Sylvain Labbé et Catherine Beaumont également pour leur intervention. Et on vous souhaite à tous et toutes une bonne journée internationale des droits des femmes. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.